La vidéo tant attendue, enfin une des vidéos tant attendues que je vous promets depuis super longtemps. On va parler aujourd'hui du métier d'influenceur et je vous ai ouvert sur Instagram une boîte à questions pour que vous puissiez me poser toutes vos questions relatives à ce métier. Ensuite moi je les ai lues, je les ai classées en plusieurs catégories et je vais y répondre aujourd'hui au maximum, sans langue de bois. Je vais vous donner le plus de détails possible. On va aborder 6 points principaux aujourd'hui. Tout d'abord tout le côté administratif, ensuite l'organisation dans la journée, etc. Les agences, les partenariats, la rémunération et enfin à la fin des questions un peu diverses et des conseils que je peux vous donner. Cette vidéo s'adresse soit aux personnes qui ont envie de devenir influenceurs, donc je vais mêler YouTube et Instagram puisque c'est les deux principaux réseaux sociaux que j'ai et dont je peux vous parler. C'est les deux principaux je trouve. Il y a TikTok un peu aujourd'hui mais moi je ne suis pas sur TikTok donc je vais pas du tout parler de ça aujourd'hui. Je vais vous partager mon expérience, donc bien sûr je suis pas la plus expérimentée sur YouTube mais je vais en tout cas essayer de répondre au maximum avec ma propre expérience. Et vous pouvez également regarder cette vidéo si vous n'avez pas forcément envie de devenir influenceur mais que vous avez envie d'en savoir plus sur ce métier. On va commencer par la partie administrative. J'ai eu pas mal de questions sur cette partie-là, c'est quelque chose qui est un peu flou j'ai l'impression, alors que vous allez voir c'est quelque chose de très simple finalement. Première question, faut-il avoir le statut auto-entrepreneur? À partir de quand le faire? Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir le statut auto-entrepreneur, disons que c'est le statut de base, entre guillemets, le plus simple à créer, mais vous pouvez avoir aussi tout autre statut de société que vous voulez pour exercer ce métier. C'est comme n'importe quel métier, n'importe quel entrepreneur, vous avez le choix entre plusieurs statuts pour votre société. Et à partir de quand le faire? Dès le début, que vous rentrez dans votre activité, vous avez besoin de créer votre société si vous voulez toucher l'argent que vous allez gagner grâce à votre activité. C'est vraiment comme n'importe quelle activité d'entrepreneuriat. Tu es indépendante ou en société? Donc moi je suis en société mais je suis indépendante aussi, enfin c'est un peu lié. Pour vous répondre, le statut de ma société c'est une SAS parce que c'est ce qui me correspondait le mieux, mais vous pouvez exercer votre activité avec n'importe quel statut de société encore une fois. Pour savoir quel statut vous correspond le mieux, moi quand j'étais chez Pôle emploi par exemple, il y a plein d'ateliers qui sont par ailleurs très bien faits sur tout ce qui est statut de société, etc. Mais vous pouvez aussi acheter des livres, regarder sur internet, enfin il y a aujourd'hui énormément de ressources pour savoir comment faire et créer une société. C'est chiant parce que c'est administratif, c'est vraiment très chiant moi je trouve, mais ça se fait et c'est à la portée de tout le monde. As-tu un service comptable pour t'aider dans tes impôts? Alors quand vous avez une société, c'est obligatoire d'avoir un comptable, sauf si vous êtes comptable vous-même ou que vous avez envie de faire vos comptes vous-même, mais il me semble que c'est obligatoire d'avoir un comptable, donc oui j'ai un comptable et je paye mon comptable. Le comptable il vous aide pas forcément que pour vos impôts, oui ça va être une partie du travail on va dire, mais il va s'occuper de toute la comptabilité, tous les ans il faut faire des bilans comptables, etc. Donc voilà, il est là pour vous épauler dans cette tâche. Est-ce que tu peux te mettre en arrêt maladie officiel auprès de l'assurance maladie? Oui, encore une fois, on est au sein d'une société, donc ça dépend de votre statut dans la société, mais oui, totalement en fait. C'est comme si vous étiez salarié de chez LVMH ou de chez McDo, enfin n'importe quelle société. Oui, légalement, vous pouvez vous mettre en arrêt maladie. Ce que je conseille pas spécialement parce que c'est une activité qui est particulière et que moi, par exemple, quand j'ai été malade, j'ai pas déclaré à l'assurance maladie que j'ai été malade. Enfin, voilà, ça ne sert à rien parce que j'ai pas vraiment d'horaire, que je suis mon propre patron, enfin... Voilà, après vous vous organisez comme vous voulez, c'est pas une obligation, mais si vous avez envie de le faire, oui, vous pouvez le faire. Après, en général, dans ce métier-là, même quand on est malade, on continue à travailler. Si vous êtes entrepreneur, pas forcément dans l'influence, je pense que c'est quelque chose qui vous parle. On en a fini avec la partie administrative société. J'ai essayé vraiment de sélectionner les questions principales qui revenaient souvent, mais j'en ai eu énormément. En fait, vous voyez, c'est vraiment... très simple, on n'a pas un statut particulier parce qu'on est influenceur, on est comme tous les autres entrepreneurs. Ensuite on passe à la catégorie organisation et la première question c'est comment arrives-tu à rester motivé tous les jours en travaillant, surtout en travaillant de chez toi? Moi c'est pas du tout quelque chose qui me démotive particulièrement, par contre ça peut être dans le tempérament de certaines personnes d'avoir tendance à ne rien faire parce qu'ils sont chez eux et qu'on travaille de chez nous, on mange chez nous, on dort, enfin voilà on fait tout de chez nous, ça c'est sûr. Et c'est pas facile parfois de faire la part des choses, mais surtout je trouve que c'est plus difficile de décrocher et de vraiment ne plus travailler
que l'inverse. Après moi, ce que je fais, c'est que je me mets des buts, c'est-à-dire que je me suis dit, je poste 4 vidéos par semaine, il faut que mes 4 vidéos par semaine soient postées parce que je l'ai annoncé et que je peux plus faire marche arrière. Évidemment, si je suis dans la merde, je peux louper une vidéo, mais je veux dire, c'est ma façon à moi de me dire, voilà, j'ai un planning à respecter, il faut que je le fasse, et je m'organise pour faire en sorte de terminer ce planning. Comment tu gères tous les aspects du travail? Combien de temps libre as-tu pour toi? Alors, le problème, oui et non, avec l'influence, ça dépend des personnes encore une fois, c'est que vous pouvez jamais couper. C'est-à-dire que même quand vous partez en vacances, vous êtes obligé quelque part de faire du contenu. Vous êtes obligé de rien sur le papier. Mais en réalité, c'est que les algorithmes, les abonnés, etc., c'est un métier qui n'a pas de vacances. Je ne peux pas dire, voilà, pendant 2 mois, en été, quand on partait, je sais même plus, on avait 5 semaines de vacances dans l'année, donc c'était 2 ou 3 semaines l'été, je me rappelle plus. Je peux pas dire, je fais rien pendant 2 ou 3 semaines, genre je peux pas ne pas regarder mes mails parce qu'il y a des opportunités qui vont me passer sous le nez. Je peux pas ne pas poster parce que sinon Instagram, quand je vais revenir, il va pas montrer mes publications parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas posté. YouTube, c'est pareil, donc il faut impérativement soit préparer à l'avance et continuer à poster et interagir pendant les vacances, soit partager de ses vacances. Enfin, c'est vraiment un métier où on est obligé de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, chaque influenceur a son mode de fonctionnement et tous les influenceurs n'ont pas le même public, etc. Ça, c'est certain. Mais c'est quand même un métier où on ne peut pas réellement couper. Et ça, il faut le savoir si vous voulez être influenceur, c'est que vous aurez pas beaucoup de temps réellement libre. En tout cas, moi je sais que du temps libre réellement, j'en ai pas du tout, à part pour m'occuper de mes animaux ou faire mes courses, enfin les trucs chiants, voilà, on va dire c'est ça mon temps libre. Mais je n'ai pas de temps dans la journée où je pose mes fesses sur le canapé et je regarde la télé. Ça peut m'arriver, mais bon, moi j'aime pas faire ça, donc voilà, après c'est très possible de le faire. Mais voilà, il faut vous organiser en fonction et surtout, il faut savoir que c'est du contenu tout le temps. Et puis il y a tellement de personnes qui veulent faire ça qu'on est obligé aussi de regarder ce qui se fait ailleurs. Enfin, on peut pas réellement couper. Pour moi, c'est impossible. Tu estimes ton travail à combien d'heures par jour, semaine? Je ne sais pas du tout. Je travaille tout le temps, tout le temps. Quand je suis dehors en promenade avec Pénélope, je regarde mes commentaires, tout le temps. La nuit, je pense à des idées de vidéos, je note les trucs sur mon téléphone, je travaille tout le temps en fait. Et je pense que la plupart des gens font ça. Encore une fois, dans cette vidéo, je vais parler de mon expérience à moi et de ce que je fais moi. Donc c'est pas toutes les personnes qui font la même chose, qui ont le même planning, la même organisation et tout. Mais encore une fois, voilà, je vous parle de moi et de mon expérience. Mais en gros, je travaille du matin au soir. Franchement, je travaille beaucoup plus en termes d'heures que quand j'étais salariée chez Make Up For Ever. Vraiment, je pense que j'ai doublé. Au moins. Et j'ai pas de week-end, c'est-à-dire que le week-end pour moi c'est des jours de la semaine, c'est exactement pareil. Que ce soit samedi, dimanche, lundi ou mardi, c'est la même chose. Comment se déroule une journée type? Alors, comment se déroule une journée type? Je me lève à 6h, en général bon, je mets 15 minutes à émerger on va dire. Je sors ensuite Pénélope, ça c'est la première chose que je fais. Ensuite je rentre, je mange et je mange devant l'ordinateur et ce que je fais c'est que soit je fais des mails, soit je retouche des photos, ou je les sélectionne, ou je fais des miniatures, ou je fais des petits trucs comme ça que je peux faire quand je suis en train de manger. Et ensuite une fois que j'ai fini de manger, je vais me laver les dents, machin, je m'habille, je me prépare. Et là soit je fais du montage si j'en ai à faire, soit je tourne une vidéo. J'aime bien faire du montage le matin parce que je préfère. Après pour la luminosité, bon j'ai des éclairages mais c'est vrai que c'est mieux de tourner le matin, je trouve que c'est plus agréable et après au moins j'ai la journée de libre. Mais c'est soit je fais du montage le matin et ensuite je tourne une vidéo l'après-midi, soit je fais l'inverse en fait. Et après, arrivé le soir, je sors Pénélope, puis une fois que je rentre, je fais à manger, je continue un peu les petits trucs pendant que je suis en train de manger. Le midi c'est pareil, hein, je continue des trucs en fait. Quand je suis en train de manger, je peux pas ne rien faire et juste manger en fait. Du coup, je suis toujours en train soit de répondre à des commentaires, à des messages, ou à des mails, ou en train de faire des petits trucs style miniature, barre d'infos, les gens d'Instagram, je prépare mes posts, je sélectionne les photos, etc. Et ensuite je vais me coucher et le lendemain c'est pareil. Et je fais ça tout le temps. Ça c'est la journée type, hein. Je parle pas des jours où j'ai des rendez-vous à l'extérieur. Ça c'est vraiment la journée type, ce que je fais tout le temps. Combien de temps à l'avance prépares-tu tes vidéos? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de le faire le jour même? Alors normalement j'ai une avance de au moins une semaine. Pour moi c'est le minimum. En cas de merde, il faut que si jamais, je sais pas, il y a une coupure d'internet, ou je préfère avoir au moins une semaine d'avance. Là, en ce moment, je suis à flux tendu, donc en général, je fais les vidéos
la veille ou quelques jours plus tôt et c'est un peu à flux tendu, ça me stresse énormément donc j'essaye là de rattraper un peu mon retard. Mais sinon oui, il m'est arrivé de tourner les vidéos et de la monter et de la poster le même jour. D'ailleurs c'est souvent les jours où je suis en retard sur les horaires que je vous annonce, c'est que j'ai fait ça. Pas toujours mais souvent c'est ça. Après pour moi c'est possible hein, si je suis efficace de finir une vidéo en une journée. Mais je commence à 7h et je finis à 22h quoi. Et j'ai pas le temps de faire autre chose, j'ai pas le temps de faire les petites miniatures, les retouches photos, les trucs comme ça. Hein. Comment t'es-tu formée pour le montage? Alors, moi je monte sur le logiciel Adobe Premiere et je l'ai mis en anglais et j'ai commencé à regarder des tutos en anglais. Alors pourquoi en anglais? Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à me former, il y avait moins de tutos en français qu'en anglais et du coup il y avait plus de choses que je pouvais apprendre en anglais. Maintenant il y en a quand même pas mal en français donc voilà, vous pouvez le laisser en français. Et en fait j'ai regardé tout simplement des vidéos tutos. Après moi au niveau des montages, honnêtement je fais pas des trucs de ouf hein. Je fais pas des effets, des machins, des trucs et tout, enfin je fais des choses assez basiques. J'aimerais m'améliorer mais c'est vrai que voilà, je fais quand même des choses assez simples donc j'ai pas mis beaucoup de temps non plus à comprendre le logiciel. Il existe quand même des logiciels beaucoup plus simplifiés. Adobe Premiere c'est quand même un logiciel qui est assez complexe. Donc si vous voulez débuter, je vous conseille plus Final Cut Pro par exemple, qui coûte déjà moins cher que Adobe Premiere et qui est dispo sur les Mac, je crois, il coûte 300 € il me semble à vie. Moi j'ai la suite Premiere en fait que je paye à peu près 60 € par mois, voilà c'est comme ça. Et Final Cut je crois qu'il y a des choses simplifiées, j'ai jamais monté dessus mais il me semble qu'il y a des petits effets déjà qui sont incorporés alors que Premiere c'est vraiment tu fais tout de A à Z. Moi je préfère parce qu'il y a plus de liberté mais voilà à vous de choisir, hein. Il y a pas mal de logiciels maintenant, les plus connus c'est Adobe Premiere et Final Cut. Envisages-tu d'embaucher un monteur pour tes vidéos pour te dégager du temps? Alors oui j'aimerais beaucoup, par contre le problème c'est que alors il faut qu'il soit monteur, ça c'est une chose, mais surtout il faut que la personne qui monte les vidéos s'y connaisse en make-up, c'est-à-dire que s'il coupe au mauvais moment et que c'est pas le bon geste, je sais pas, enfin vous voyez, il faut qu'il connaisse les étapes du maquillage. Ça veut dire qu'il faudrait que je forme la personne ou que je lui mâche un peu le travail. Au final, ben, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus pour l'instant. C'est un budget aussi, donc il faut avoir le budget pour payer les gens. Mais oui, vraiment, j'aimerais beaucoup avoir un monteur, au moins pour ma série Halloween et éventuellement la série des Vlogmas si je la continue. Parce que c'est ce qui me fatigue le plus et je mets toujours des mois à m'en remettre. Et peut-être éventuellement cette année pour les vlogs parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire au niveau du montage dans les vlogs et c'est vrai que j'ai pas le temps de m'y pencher un peu plus, donc moi je fais des trucs voilà très très simples, mais j'aimerais faire des montages un peu plus sympas, donc voilà, éventuellement pour les vlogs, pour les weekly vlogs et pour ma série Halloween Vlogmas j'aimerais trouver un monteur. Après bon pour les autres vidéos je peux encore me permettre de le faire moi, mais bon un jour si j'ai le budget pourquoi pas m'en donner toutes mes vidéos à un monteur, ça me dérangerait pas. Arrives-tu à décrocher de ton travail le soir, week-end, vacances? Non. J'en ai déjà parlé dans une autre question, non franchement moi j'arrive pas, je suis toujours obligée de regarder ce qui se passe et puis bon vous savez les réseaux sociaux tout va très vite, si jamais je sais pas je suis au cœur d'un bad buzz, il faut absolument que je le sache, je peux pas rester genre une semaine sans rien savoir, enfin c'est un milieu où quand tu rentres t'es coincé dedans, c'est un peu péjoratif de dire le mot coincé, c'est pas exactement ça mais disons que faut savoir quand tu rentres dans ce monde là, ta vie elle t'appartient plus vraiment. Alors bien sûr, il y a plein de choses qu'on montre pas, ça c'est normal, mais quelque part t'as une partie de ta vie qui t'appartient plus réellement, même si tu choisis ce que tu montres, même si t'as envie de prendre des vacances, t'as pas envie de montrer ce que tu fais, il faut toujours que tu sois vraiment dans le partage en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc non, j'arrive jamais à couper totalement, par contre j'arrive quand même à préparer les choses à l'avance pour me dégager du temps et être plus cool pendant les vacances, mais c'est du travail que je fais plus intensivement avant, donc voilà, ça revient au même. Est-ce vraiment important de sortir des vidéos au même jour chaque semaine? Moi je trouve que c'est important, ne serait-ce que pour soi, pour se dire voilà, il faut que je sorte telle vidéo voilà, par semaine, après ça peut être 3 vidéos par semaine et pas forcément des jours fixes. Mais je pense que pour les gens, enfin moi en tant qu'abonné, je suis pas forcément que influenceuse, je suis des gens aussi, j'aime bien savoir quand les vidéos sortent parce que je sais que tel jour il y a la vidéo de telle personne et telle personne qui sortent et je les attends. Alors c'est cool quand il y a par exemple des vidéos bonus qui arrivent au milieu de la semaine et tout, mais c'est vrai que la programmation, personnellement, je trouve ça important pour savoir quand les vidéos sortent. Comment tu trouves l'inspiration? Gère la pression de la page blanche. Alors l'inspiration, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs que je vais vous mettre ici, qui date un peu mais qui est toujours d'actualité. C'est quelque chose qui s'entretient tout le temps. Il y a des moments où je vais avoir
énormément d'inspiration et beaucoup trop d'inspiration pour le contenu que je produis et c'est hyper frustrant, donc il faut que je choisisse ce que je montre et après 3 semaines plus tard j'ai plus du tout envie de faire ce que j'avais envie de faire 3 semaines plus tôt que j'avais pas eu le temps de faire. C'est très chiant, il y a des moments où j'ai pas du tout d'inspiration, je ne sais pas du tout quoi faire et dans ce cas-là je pioche dans mes idées d'avant, je regarde ce que j'ai envie de faire. Il y a des moments où j'ai envie de rien faire non plus, hein. Ça arrive aussi très souvent mais il faut quand même faire. C'est quelque chose qu'il faut entretenir tout le temps. À chaque fois que j'ai une idée de vidéo, je la note. Quand je vois une combinaison de couleurs, je la prends en photo. J'essaye de me faire une petite réserve d'inspiration quand je suis pas vraiment inspirée. Après pour les thèmes des vidéos, honnêtement quand je suis pas inspirée, c'est facile quand même de trouver un thème. Honnêtement, il y a tellement de produits qui sortent que je fais la revue d'un produit et ça me fait un thème de vidéo. Après, j'ai jamais trop eu ce problème de j'ai pas d'idée pour mon thème de vidéo parce que j'en ai tellement en réserve et j'ai tellement pas le temps de tout faire que heureusement, de ce côté-là, ça va. À quel moment as-tu investi dans une licence d'utilisation de musique ? Dès le début. En fait, ma première vidéo, ou une des premières en tout cas, j'avais pris une musique qui était sur YouTube, je crois, il y avait marqué libre de droit, machin et tout, donc j'avais téléchargé, je l'avais mis sur ma vidéo et tout, j'étais trop contente. Et genre, quelques mois après, j'avais reçu une notification en disant « Ah vous utilisez cette musique illégalement, donc tous les revenus que vous avez perçus vont au créateur de la musique. » Et en fait j'étais dégoûtée, je m'étais fait avoir, en fait je pense qu'il y a des gens qui font ça, qui mettent libre de droit alors que c'est pas libre de droit et après ils demandent les recettes qui ont été engendrées par la vidéo. J'étais dégoûtée. C'était au tout début de ma chaîne donc c'était pas non plus énorme comme revenu. Mais bon, je commençais et franchement, un sou est un sou, ça m'a fait grave chier. Du coup, j'avais cherché des sites fiables qui proposaient des musiques. Donc j'ai trouvé Epidemic Sound. Moi, je suis sur ce site depuis le début de ma chaîne. Hein. Ça fait bientôt 4 ans du coup. 3 ans et demi. Et en fait, je paye tous les mois pour avoir accès à un nombre illimité de musiques. Il y a plein de choses, c'est classé par thème, par tempo, par genre, etc. Enfin, c'est vraiment très cool et les musiques sont vraiment très bien. On en a fini avec la partie organisation. J'espère que j'ai été claire et on va passer à une autre partie qui vous intéresse énormément, c'est la partie des agences. Pourquoi tu es entrée en agence ? Quelle est la plus-value d'être rattachée à une agence ? Quel est le rôle de l'agence ? Je suis rentrée en agence, alors c'était pas du tout prévu. Faut savoir que je suis maintenant en agence depuis début décembre, donc c'est très récent, ça fait presque 2 mois. Et de base, c'était pas du tout dans mes plans d'entrer en agence. Moi j'ai toujours voulu faire tout toute seule. Ma sœur travaille avec moi depuis le mois de septembre, donc ça fait 4 mois, 5 mois maintenant. Et pour moi, on allait fonctionner comme ça toutes les deux. Je voulais pas entrer en agence parce que j'avais déjà eu des propositions d'agence, hein, des gens qui te prennent 50% sur tes revenus YouTube alors qu'ils te proposent rien du tout en retour, des trucs vraiment assez opaques, des contrats qui me convenaient pas et j'ai entendu tellement d'histoires négatives sur les agences et tout que je me suis toujours dit never, je rentrerai jamais en agence, c'est mort. Et en fait un jour, l'agence dans laquelle je suis actuellement, qui est l'agence Point d'Orgue, m'a contactée. En fait, c'était pour une campagne GHD que j'ai fait là au mois de décembre, donc ils m'ont proposé du travail. Il faut savoir que les agences, elles ont des clients et elles proposent du travail, bien sûr, aux personnes qui sont dans leur agence, mais ils peuvent proposer du travail à d'autres personnes qui sont pas forcément rattachées à leur agence. Et donc c'était dans ce cas-là, elle m'avait contactée pour faire la campagne avec GHD, il y avait plusieurs contenus à créer et tout. Et dans le même temps, la directrice de l'agence a voulu me contacter pour me proposer quelque chose, donc j'ai accepté puisque je suis pas du tout réfractaire. Et le feeling est bien passé, ce qu'elle proposait c'était assez différent de ce que j'avais vu avant. Tout était très transparent, je voyais vraiment tous les échanges au niveau des montants, etc. Donc voilà, je me suis dit je vais essayer, c'est un contrat de 1 an avec 3 mois de période d'essai, si au bout de 3 mois ça me convient pas, je peux partir, etc. Donc voilà, je me suis dit je vais essayer, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et si je n'essaie pas, je saurais pas si ça me convient ou pas. Donc je perds pas grand chose. Alors la plus-value d'être attachée à une agence, déjà c'est qu'il y a un certain sérieux, on va dire, de la personne. Il y a des marques qui veulent travailler que avec des personnes qui sont en agence parce que c'est plus simple. Il y a des marques aussi qui veulent pas travailler avec des gens qui sont en agence, ça c'est le cas aussi. Et l'agence elle va aussi avoir pour rôle non seulement bien sûr de répondre à tes emails et négocier les tarifs, les contrats, les faire signer, l'aspect juridique, courir après l'argent, etc. Voilà, tous les trucs, les aspects un peu chiants de toutes les collaborations, c'est eux qui vont s'en charger.
et en même temps ils te rapportent du travail. Donc évidemment ils vont répondre aux demandes qu'on a, voilà, qui vont rentrer, on en parlera un peu plus tard des partenariats, mais elles vont aussi, je dis elles parce qu'il y a plein de filles, il y a un garçon aussi dans l'agence, mais voilà, je travaille qu'avec des filles personnellement, j'ai pas un agent, j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi, et donc voilà, elles répondent aux questions, aux trucs entrants, voilà, où j'ai pas besoin de démarcher, mais elles vont démarcher aussi plein de marques, elles ont plein de contacts partout pour proposer mon profil et pour me ramener du travail que j'aurais potentiellement pas forcément eu si j'étais à mon compte. Voilà, c'est ça le réel intérêt d'être en agence. Et puis bon, il y a plein de personnes qui font partie de l'agence aussi, ça peut te permettre de rencontrer des gens qui font la même chose que toi, pourquoi pas faire des vidéos en featuring et tout ça, parce que ça c'est quelque chose qui fait beaucoup monter les abonnés aussi. J'aimerais savoir si les agences d'influenceurs touchent des commissions. Alors oui, évidemment, ils travaillent pas pour la gloire, ils touchent une commission qui est assez importante, je vais pas vous mentir, mais en même temps ils connaissent exactement les prix du marché et ils négocieront toujours le meilleur tarif pour vous, dans vos intérêts, parce que forcément vos intérêts ce sont leurs intérêts, ils connaissent exactement les prix du marché, ils savent les budgets, mieux que moi en fait quand j'étais toute seule. Bon, il y a des gens qui aiment pas parler de tarifs aussi avec les marques, donc ça peut être plus simple d'avoir un intermédiaire, mais bien sûr ils touchent des commissions sur tout ce qu'on fait, que ce soit les choses qui arrivent, donc c'est pas les trucs qu'ils ont cherché eux-mêmes, il suffit juste de répondre à un mail et de faire la négociation et ils se prennent quelque chose dessus, mais ils se prennent aussi quelque chose sur les affaires qu'ils nous apportent, voilà. C'est comme ça, c'est normal, ça fonctionne comme ça. Est-ce que vous avez obligatoirement besoin d'une agence? Pas du tout. Moi, comme je vous dis, ça fait 2 mois que je suis rentrée en agence et j'ai énormément travaillé quand j'étais à mon compte, toute seule. Moi, j'ai été toute seule de A à Z jusqu'au mois de septembre de cette année, donc pendant 3 ans, j'ai travaillé totalement toute seule, inconnue au bataillon, et je pouvais très bien travailler toute seule. Voilà pour les agences, on va passer à la partie partenariat. Comment as-tu commencé les PR? Alors, les PR pour moi, c'est les envois presse. Les envois presse, c'est tous les produits, les nouveaux lancements que je reçois gratuitement des marques. Ce sont des envois où on ne te demande pas de faire du contenu, juste on t'envoie les nouveautés. Après, que tu choisisses de faire une vidéo ou d'en parler ou pas, ça te regarde. On a zéro obligation de parler des produits qu'on reçoit gratuitement. Et comment j'ai commencé? Alors moi, c'était il y a très longtemps que j'ai commencé à recevoir des produits. En fait, ça vient un peu tout seul. Je vous conseille de mettre votre adresse email dans votre bio Instagram déjà et dans les barres d'infos de vos vidéos YouTube. Oui, il y a des gens qui lisent les barres d'infos quand même. Et en fait, il y a des personnes au sein des marques qui sont payées pour s'occuper de ce genre de relations presse. En fait, PR ça veut dire presse relation en anglais, donc relations presse en français, et qui sont en charge de dénicher des nouveaux talents et de les contacter pour leur proposer de leur envoyer des produits. Voilà, c'est pas forcément besoin d'avoir des milliers d'abonnés, hein. Ça peut commencer avec des abonnés très bas, mais si vous faites un contenu de qualité, hein, il y a de plus en plus de marques qui envoient des envois presse à plein de micro-influenceurs, on va dire. Bon, évidemment, si vous avez 200 abonnés, c'est bien, mais je veux dire, vous n'allez pas toucher grand monde. Leur intérêt aussi, c'est que vous en parliez potentiellement et que ça leur génère des ventes, on va pas se mentir, hein. Et moi, je sais plus trop comment j'ai commencé, mais en gros, je mettais mon adresse mail partout, puis je mettais les hashtags des marques, en tout cas sur Instagram, puisque j'ai commencé sur Instagram. Et puis voilà, j'espérais que les marques me repèrent, me contactent, et voilà. Plus vous allez gagner en visibilité, plus ça va venir naturellement, en fait. Il y a vraiment pas grand chose à faire. Si vous mettez bien votre adresse email, encore une fois, ou votre contact, ça peut être via les DM Instagram aussi qui vous contactent, mais la plupart du temps c'est par mail, ça vient naturellement. À tes débuts sur YouTube, contactais-tu des marques, et si oui, comment t'y prenais-tu? Alors, comme je vous disais juste avant, ça vient naturellement, mais il y a des marques qui m'ont jamais repéré et que j'avais vraiment trop envie de tester. Alors j'avais beau acheter les produits, ils me repéraient pas et tout. Donc en fait, oui, j'ai commencé à envoyer des mails un peu à toutes les marques que j'aimais bien. Pas forcément quand j'ai commencé YouTube, un peu avant, parce que moi j'ai commencé sur Instagram. Et en fait, tout simplement, je cherchais leur adresse mail sur leur site internet, je leur envoyais un mail en disant voilà, regardez ce que je fais, j'aime beaucoup votre marque, j'en parle beaucoup, je l'ai utilisé là, j'ai fait ci, j'ai fait ça avec, si jamais vous avez l'occasion de m'envoyer des produits ou de m'ajouter à votre liste presse, n'hésitez pas. Le seul truc que tu peux recevoir, c'est non, ou alors pas de réponse, mais c'est pas grave, ça va pas changer ta vie en fait, et j'ai reçu beaucoup de réponses positives, et c'est comme ça que je suis rentrée dans les listes presse de pas mal de marques, donc voilà, n'hésitez pas. Comment arrivez-vous à avoir des collabs avec les marques? Un peu pareil que les PR, ça vient assez naturellement en fait.
encore une fois, il faut mettre bien votre contact correct dans votre bio Instagram, dans votre description YouTube. Et il faut produire du contenu, être régulier, faire des choses de qualité, être sérieux, et ça c'est les qualités qui doivent transparaître de votre contenu. Et les marques, elles vont vous contacter naturellement. Franchement, j'ai jamais eu à envoyer un mail, alors je vous conseille pas d'envoyer des mails aux marques pour leur dire « Ah, j'aimerais bien travailler avec vous » parce qu'au niveau de la négociation budget, ça va être moyen. Alors que si la marque vient vers vous, vous avez une marge de manœuvre parce que c'est eux qui vous veulent, c'est pas toi qui veux travailler, voilà. Donc ça vient naturellement en fait, vous allez voir que plus vous allez gagner en visibilité, plus vous allez avoir de demandes et vous allez avoir, je dirais, 80% de demandes de merde par contre. Il y aura plein de trucs de dropshipping, plein de trucs de merde, vraiment. Le plus dur, ça va être de trier les demandes. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui est hyper anxiogène parce que vous allez recevoir des dizaines, voire des centaines de mails par jour. Et dans le lot, il y a, je dirais, peut-être 20% hein, de demandes qui sont honnêtes, enfin qui sont intéressantes du moins. Et après, vous allez négocier machin, et il y a peut-être que 5 ou 10% max, grand max, que vous allez accepter. Donc c'est un gros travail aussi. Comment gérez-vous les partenariats et les sponsorisations? Partenariat, sponsorisation, c'est la même chose. Moi, quand je mets en tout cas partenariat ou sponsorisé, c'est que la marque m'a payé pour en parler. Voilà. Si j'ai pas été payé pour parler de quelque chose, je mets pas partenariat ou sponsorisation, même si j'ai reçu un produit gratuitement. C'est pas du tout un partenariat, une collab ou une sponsor. En fait, la marque va vous contacter et elle va vous dire voilà, on lance tel produit, est-ce que ça vous intéresserait de le tester et pourquoi pas d'en parler sur vos réseaux sociaux, machin. En général, ils vont pas trop vous parler de budget dès le début parce qu'ils ont dans l'espoir, puis c'est humain, hein, que vous travailliez gratuitement. Ce que je vous conseille, c'est que, et c'est beaucoup le cas au début, et c'est encore le cas pour moi aujourd'hui, on me propose beaucoup de créer du contenu gratuitement. Hein. Dès lors qu'on va vous dire, ben voilà, je vais t'envoyer ça, il faudra que tu fasses en retour un post ou une story ou un machin ou un truc. Budget. Demandez du budget systématiquement parce que vous donnez ça, on vous prend ça et si vous commencez à faire des collabs avec une marque gratuitement, après quand vous allez vouloir vous faire payer, ça va être un peu plus compliqué. Moi je vous conseille dès le début, vous demandez un budget. Si en revanche c'est juste pour vous envoyer les produits comme un PR et tu en parles ou tu en parles pas, vous acceptez ou non, enfin vous faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé d'accepter tous les PR qu'on vous propose. Hein. Donc voilà, la marque va te contacter, machin, je réponds ah bah oui, je suis intéressée par exemple, pour quel genre de contenu souhaitez-vous? Elle va dire bah j'aimerais bien une story et un post, un machin, un truc. Je dis bah oui, moi pour tel truc, c'est tant de budget, voilà, est-ce que ça vous convient? Ah bah non. Voilà, en général c'est non. Hein. Ah bah non, on pensait plus à ci ou ça. Non, j'exagère parce que la plupart du temps, oui, ils acceptent. Si vous savez pas trop comment vous positionner au niveau des tarifs, ce qui est un peu délicat, moi, ce que je faisais au début, c'est que je demandais quel était leur budget pour ce genre de contenu. Voilà, si on me propose une story, un post, quel est votre budget? Et ils vont vous répondre un certain budget et je vous conseille de l'augmenter un petit peu parce qu'ils vont toujours vous donner le budget le plus bas. Je vous conseille de l'augmenter un petit peu. S'ils vous disent non, bah vous acceptez ou non le budget annoncé. Ça, c'est vous qui voyez. Et à force de faire ça, de regarder voilà quels sont les budgets que telle ou telle marque vous propose, vous saurez vous situer naturellement par rapport à votre contenu. Je crois qu'on va reparler du budget après, donc je vais m'arrêter là, je m'égare un petit peu. Donc le budget est validé, ensuite il faut que vous produisiez le contenu, vous mettez en place une date de poste et il vous envoie un brief. Dans le brief, vous avez les principales choses que vous devez exprimer dans votre contenu. À aucun moment, une marque a l'obligation de vous faire dire quelque chose. En fait, en général, les bonnes marques, enfin les marques qui savent faire des partenariats, ils vous donnent un brief et après vous le faites à votre sauce. Voilà, il faut juste respecter les grandes lignes. Par exemple, je sais pas, si c'est pour ce fond de teint là, on va vous dire c'est un fond de teint qui est sans transfert, qui est facile à dégrader, etc. Tous ces points là, il faut que vous les fassiez ressortir puisque c'est les points clés du produit en lui-même. Après, votre ressenti, évidemment, il est personnel. À aucun moment on va vous dire dans un brief il faut que tu le mettes sur ta peau et que tu dises oh waouh c'est incroyable. Ça c'est pas du tout dans les briefs. En tout cas moi j'ai jamais travaillé comme ça. C'est vraiment plus voilà les grandes lignes, les trucs à pas oublier, les hashtags à mettre, les tags à mettre, etc. Voilà, c'est plus ça le brief. Et ensuite vous faites valider ou non votre contenu, puis vous le postez, puis après vous envoyez votre facture et puis ils vous payent et puis après il faut courir
après l'argent pendant des mois et des mois, et puis enfin vous êtes payé. Les mentions légales sur les partenariats, vous êtes obligé par la loi de mettre la mention partenariat rémunéré avec l'outil Instagram ou l'outil YouTube, ou alors de le dire à l'oral, ou de le dire à l'oral ou de le mentionner quelque part, que ce soit clair et que les abonnés soient au courant que c'est un partenariat rémunéré. Partenariat rémunéré, ça veut pas forcément dire qu'on vend que de la merde, hein. Pas du tout, au contraire, on choisit totalement avec quelle marque on travaille. Il y a évidemment des influenceurs qui travaillent avec des trucs de merde, je pense à la télé-réalité, je suis désolée, mais voilà, eux, ils s'en foutent clairement de ce qu'ils vendent, ils veulent juste prendre leur chèque. Il y a deux mondes, mais voilà, faut le savoir. J'espère que j'ai répondu à la question, hein. Au niveau des collabs, y a-t-il un nombre d'abonnés minimum pour en faire? Pas du tout. Pas du tout, c'est juste ton tarif qui va changer. Il y a des micro-influenceurs qui travaillent beaucoup plus et qui gagnent du coup beaucoup plus d'argent que des influenceurs qui ont mon nombre d'abonnés par exemple. Parce que les budgets sont plus intéressants, plus t'es petit et du coup tu peux travailler plus, voilà, franchement, ça dépend. Moi, je dirais à partir de 10 000 abonnés, même à partir de 5 000, parfois, vous pouvez commencer à travailler. Maintenant, les micro-influenceurs, ce que j'appelle micro-influenceurs, ouais, c'est à partir de 5-10 000 abonnés, ont souvent une audience qui est un peu plus engagée que des gens qui ont des millions d'abonnés, par exemple. Donc, c'est aussi plus intéressant pour les marques de cibler ce genre d'influenceurs-là, et les budgets sont un peu plus faibles aussi. Mais quel que soit votre nombre d'abonnés, je vous conseille vraiment de demander impérativement un budget lorsqu'on vous demande de faire en retour une story. Enfin, vous recevez, je sais pas, un produit et en retour on vous demande de faire une story. Non, il n'y a pas d'obligation à avoir. Les partenariats sont-ils de longue durée ou de courte durée ? Ça dépend. J'ai eu des contrats où c'était, on vous commande 5 vidéos, voilà, durant l'année, et c'est tant de budget. Donc voilà, je signe le contrat et je sais que j'ai tant de vidéos à faire dans l'année pour ce contrat-là, ou alors si c'est des contrats, c'est juste un post, voilà. Donc ça dépend, ça peut être les deux. Dois-tu toujours faire valider ton contenu avant de le poster ? Ça dépend des marques. Moi je dirais 90% des marques avec qui je travaille, je dois envoyer une preview avant, et après ils me font des allers-retours. Ils me disent là il faudrait couper de ça à ça. C'est assez rare normalement, quand je suis bien le brief, ça va. Attention aux marques qui aiment bien faire des milliards d'allers-retours, mais en ajoutant des éléments qui n'étaient pas dans le brief initial. À ce moment-là, alors moi, dès que je fais une collab où il faut que j'envoie une preview avant, où il y a des éventuels allers-retours, si c'est moi qui ai oublié de mettre un élément du brief dans la vidéo, je ne fais pas, je vais le faire, c'est de ma faute, j'ai pas suivi le brief, vous voyez. Si par contre on me demande d'ajouter un détail qui n'était pas inscrit dans le brief, ou d'ajouter des mentions, ou de faire des inserts, des machins, des trucs qui n'étaient pas initialement prévus, je facture. Parce qu'en fait, il y a des marques qui adorent faire ça, qui vous font 50 milliards d'allers-retours, et à chaque fois, ils vous rajoutent des trucs qui n'étaient pas dans le brief initial. Et il y a d'autres marques, non, qui t'envoient le brief, et puis qui te font confiance, et tu postes le jour J, et voilà, ils regardent la story après, et puis ils te disent merci, et basta. Comment et par qui sont organisés les concours ? Qu'utilise-t-on pour tirer au sort ? Alors les concours, soit ils sont organisés par l'influenceur, je sais pas, il choisit, il va acheter un fond de teint, c'est pas un fond de teint du coup, c'est un fixateur, je dis n'importe quoi, hein. Je vais acheter un fixateur et je vais dire je vais l'offrir à ma communauté, donc voilà, j'organise mon propre concours, c'est moi qui m'occupe de faire les envois, c'est moi qui fais le tirage au sort, etc. Voilà, il y en a plein, hein, des concours comme ça. Soit c'est les marques, et à ce moment-là, on est rémunéré pour faire le concours. C'est beaucoup le cas au mois de décembre. Je pense que vous avez vu qu'il y a plein d'influenceurs qui ont fait plein de concours pendant le mois de décembre et qui n'ont pas stipulé que c'était des concours rémunérés. Bref, ça m'a fait beaucoup sourire pendant le mois de décembre. J'en ai fait un moi-même avec Sephora. Il y avait la mention partenariat rémunéré, c'était pas du tout un suspense. J'en ai fait un avec Nocibé aussi qui était rémunéré, mais c'était mentionné. En fait, légalement, encore une fois, quand vous faites un concours avec une marque, c'est la marque qui l'organise et elle vous paye pour faire le concours, il faut le mentionner en fait. Il y a encore beaucoup d'influenceurs qui ont du mal avec les mentions obligatoires de partenariat rémunéré, mais passons. Donc ça peut être les marques. Les marques dans ce cas-là, par exemple, avec le partenariat Nocibé que j'avais fait, ils m'avaient envoyé le lot pour que moi je puisse faire les photos. Les règles, on les a vues ensemble. Eux, ils m'ont dit, voilà, la seule règle qu'on veut, c'est qu'ils suivent le compte Nocibé. Et j'ai fait les photos, on a fait les règles ensemble, machin, on l'a posté. Et une fois que le concours a été terminé, c'est eux qui se sont occupés d'envoyer le lot. Voilà, c'est pas
moi. Donc ça peut être voilà, de deux manières différentes, et pour tirer au sort en fait il y a des sites sur internet qui vous permettent de choisir aléatoirement des commentaires soit dans les vidéos YouTube, soit dans les posts Instagram. Voilà, donc c'est fait comme ça. Enfin en tout cas moi je fais comme ça. On en a fini avec les partenariats et on va passer au sujet brûlant de la rémunération, les millions d'euros qu'on gagne. Quelle est la source la plus importante de tes revenus? Ce sont les partenariats. Ça dépend des mois, mais d'une manière générale, oui, ce sont les partenariats, donc toutes les stories sponsorisées, les concours sponsorisés, les posts sponsorisés, les vidéos sponsorisées, voilà, tous les partenariats, c'est ce qui me rapporte le plus. Et la plupart des gens, c'est ça. Arrives-tu à vivre uniquement de ton métier d'influenceur? Oui, et je peux aussi employer quelqu'un, donc ma soeur travaille avec moi comme je vous l'ai dit, elle est salariée, elle a un salaire normal, hein. Et moi aussi j'ai un salaire puisque je suis salariée, enfin tout ce que je touche de mes partenariats, de mes vidéos YouTube et tout ça, ça rentre dans ma société, et puis ensuite je verse un salaire à ma soeur et je me verse un salaire à moi, je touche pas tout l'argent qui rentre non plus, c'est ma société voilà qui le touche. Donc oui, aujourd'hui je peux en vivre totalement. À partir de combien de temps de métier peut-on en vivre réellement? Je dirais à partir de 2-3 ans. Comme tous les métiers d'entrepreneuriat, j'ai l'impression, à partir de 2-3 ans, vous pouvez vraiment commencer à en vivre si vous avez été régulier et si vous avez gagné en visibilité pendant ces 2-3 ans. Si pendant les 2-3 ans, vous avez posté 4 vidéos par an et que vous n'avez pas augmenté d'abonnés, bon bah non, vous pourrez pas en vivre. Mais pour quelqu'un qui est motivé et qui est régulier dans ses publications, 2-3 ans, ça devrait suffire. C'est beaucoup en soi, donc je vous conseille d'avoir un petit boulot à côté ou d'avoir des économies. Moi, ce que j'ai fait, c'est que les 2 premières années, j'étais au chômage, donc je touchais mon chômage. Est-ce que tu arrives à garder un salaire constant pour vivre toute l'année? Oui, j'ai le même salaire toute l'année. Que je gagne 1000 € dans le mois avec les partenariats et les vidéos ou 100 000 €, ça n'est jamais arrivé, mais c'est un exemple. Je vais avoir le même salaire. Est-ce que l'irrégularité de tes revenus est difficile à vivre au quotidien? Alors oui et non, parce que c'est pas si irrégulier que ça, puisque j'ai YouTube. En fait, YouTube, tous les mois, j'ai de l'argent. Quoi qu'il arrive, même si je fais pas de nouvelles vidéos, j'ai de l'argent puisque les gens continuent à regarder d'anciennes vidéos, etc. Alors, j'ai moins d'argent que si je créais du contenu, mais pendant un mois, si je décide de pas publier de vidéos du tout, je vais quand même avoir une rentrée d'argent. Ce qui est pas le cas quand un influenceur n'a que la plateforme Instagram, puisqu'Instagram ne rémunère pas du tout comme YouTube le ferait. En fait, YouTube, on est rémunéré avec les publicités que vous voyez sur les vidéos, c'est ça qui rémunère. Si on met pas de publicité sur les vidéos, forcément, il n'y a pas de rémunération. Mais sur Instagram, un influenceur que Instagram, il vit que des partenariats. Donc si pendant un mois, il a 0 partenariat, il a 0 € qui rentre. Je sais qu'il y a des mois où je vais moins travailler, mais je vais quand même avoir un peu de rentrée d'argent, donc finalement, c'est pas si mal. Est-ce que les pubs vous rapportent de l'argent? Oui, alors sur YouTube j'imagine, comme je vous disais, sur les vidéos YouTube, quand vous regardez les vidéos, vous voyez des publicités qui au début des vidéos, puis qui sont de temps en temps dans la vidéo, c'est ça qui rapporte de l'argent. Celle qui rapporte le plus, donc il y a plusieurs formats, il y a les bandeaux, il y a les publicités, vous savez, passer la publicité ou je sais pas quoi, enfin ignorer, je sais plus quoi là, je sais plus quel est le terme exact mais je pense que vous voyez. En fait celle qui rapporte le plus c'est justement celle qu'on peut passer. Mais si par exemple moi je regarde une vidéo, je vois une pub que je peux ignorer et je l'ignore, le créateur reçoit 0 €, même s'il y a 30 secondes ou 15 secondes qui sont passées de la pub. Mais c'est quand même celle qui rapporte le plus parce que si vous la laissez et qu'elle continue et que vous l'ignorez pas, c'est celle qui rapporte le plus. Vous choisissez le nombre de pubs et au moment où vous le voulez. Oui, on choisit le nombre de pubs et le genre de pub, enfin le genre on choisit si on peut activer les bandeaux, les machins, les trucs, enfin il y a 3 ou 4 différents styles de publicité. Donc oui, on choisit lesquels on veut qu'elles apparaissent. On choisit pas exactement, ah bah là je veux qu'il y ait un bandeau, là je veux qu'il y ait un truc à ignorer, là je veux... On choisit pas ça, juste on les active toutes et on choisit les emplacements où on veut les mettre. Donc les personnes qui vous disent « Ah bah j'avais pas vu qu'il y avait cette pub », c'est pas possible. C'est nous qui choisissons les endroits. YouTube rajoute pas des pubs comme ça, enfin j'ai jamais vu ça, en tout cas sur ma chaîne, c'est jamais arrivé. Il m'est arrivé de mettre trop de pubs sans faire exprès parce qu'il y a eu un bug et que je voyais plus les pubs que j'avais mis, donc j'en ai rajouté. Ça peut arriver, mais que YouTube rajoute des pubs comme ça, non. Faut savoir qu'en plus YouTube, il gagne pas du tout d'argent, enfin Google, puisque YouTube c'est à Google,
Ils gagnent pas du tout d'argent avec YouTube, hein. Et je crois même que YouTube est déficitaire. As-tu signé un contrat avec YouTube pour gagner une rentrée d'argent? Non, on signe pas du tout de contrat avec YouTube, peut-être implicitement quand tu acceptes les conditions d'utilisation que personne ne lit, mais non, tu signes aucun contrat avec YouTube. À partir du moment où tu te crées une chaîne YouTube et que tu as 1000 abonnés, je crois que c'est 1000 le minimum pour pouvoir activer les publicités sur tes vidéos, tu gagnes de l'argent, voilà. Quand tu fais un feat avec un autre youtubeur, par exemple avec Sananas, vous vous payez entre vous. Donc pour ceux qui savent pas de quoi elle parle, j'avais fait une vidéo, oui, avec Sananas au mois de décembre, et j'en ai fait une aussi avec Richard, pareil, au mois de décembre. Non, on se paye pas entre nous. La vidéo avec Sananas, par exemple, puisque c'est celle dont tu parles, on avait fait notre vidéo, moi je lui ai envoyé les rushs, et elle a fait le montage, elle l'a posté sur sa chaîne, et puis elle a mis ses pubs, et puis tout l'argent qu'elle a récupéré avec cette vidéo, c'est elle qui se l'est gardé. Elle m'en a pas donné, et j'en ai pas demandé. Richard, c'est pareil, on a tourné le truc, c'est lui qui a fait le montage, il l'a mis sur sa chaîne, basta. En général, dans les feats, c'est toujours, on fait une vidéo sur ta chaîne, on en fait une sur ma chaîne. Comme ça, voilà, c'est équivalent. Je l'ai pas fait avec Sananas ni avec Richard parce que j'avais pas forcément d'idée de collab, mais peut-être que ça arrivera un jour. Si j'ai envie de faire une vidéo avec Sananas, je lui demanderai. Et voilà, elle acceptera ou non. Pareil avec Richard. Donc non, moi en tout cas, toutes les collabs que j'ai faites, les feats, j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'ai jamais demandé d'argent, non. Et puis on m'en a jamais demandé non plus quand j'ai proposé, donc non. À l'instar des chanteurs, ignores-tu le succès que vont rencontrer tes vidéos? Totalement. Y a des vidéos, je me dis ah ça va trop bien marcher et ça flop totalement, et des trucs où je me dis putain j'ai pas assez travaillé la vidéo, elle va être grave nulle, ça marche super bien. Donc non, à moins de... je sais pas, franchement moi j'ai l'impression que j'ai des goûts de merde, mais non ouais, on sait pas exactement qu'une vidéo va buzzer ou non. Des fois on a une petite idée, c'est-à-dire que voilà, quand il y a eu par exemple le scandale Jacqueline Hill avec ses poils sur les rouges à lèvres, je me suis dit je vais faire une vidéo sur ça, je sais que je vais faire des vues parce que c'est le truc dont tout le monde parle en ce moment. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça où tu sais que t'es sur une tendance, donc forcément ça va marcher, sinon c'est un peu difficile. Moi je trouve que c'est un peu compliqué. Êtes-vous payé durant les voyages avec les marques? Oui, donc le voyage nous est offert, tout ce qui est billets, taxi, tout est payé, et en plus de ça on est rémunéré s'il y a du contenu à créer. En général, quand on fait des voyages, bon, il y en a plus beaucoup en ce moment, mais c'est pour le lancement d'un produit ou pour la reformulation d'une gamme ou un truc comme ça, donc c'est un lancement marketing. Pourquoi ils font venir les influenceurs dans un super cadre? C'est pour qu'ils fassent du super beau contenu, qu'ils soient hyper contents, qu'ils fassent plein de trucs sur les réseaux sociaux et que les gens achètent. Voilà, et oui, on est payé, alors pas tout le temps, il n'y a pas toutes les marques qui proposent... une rémunération, après c'est à vous de choisir si vous y allez ou non. Moi, encore une fois, je vous conseille, si la marque elle vous dit voilà, on va à tel endroit, machin, faudra poster une story par jour, vous demandez de rémunération, c'est normal, voilà. Je trouve que tout travail mérite salaire. Et ça vous permet aussi de vous imposer en tant que... Voilà, enfin moi je suis pro, genre je viens pas là en vacances, voilà, les jours que vous allez passer en voyage pour la marque a forcément créé du contenu, parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous coupez jamais, vous allez pas vous couper des réseaux sociaux pendant les 3 jours où vous êtes en voyage avec la marque. Forcément vous allez être dans un super cadre, vous allez forcément faire des photos, vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément la marque elle va y gagner. Et si vous faites tout gratuitement, vous allez faire plein d'événements mais vous n'allez pas payer beaucoup de factures, hein. Donc, moi je vous conseille budget, tout le temps, budget. Combien tu consacres d'argent au make-up pour tes vidéos? Alors j'ai la chance de recevoir beaucoup de choses, mais je reçois pas tout. Je reçois pas tous les lancements, je reçois pas tous les produits qui sortent et qui m'intéressent, donc j'achète énormément. Je pense que dans ma vie, le domaine qui m'a le plus ruiné, c'est le maquillage. Même avant d'être influenceuse, c'était vraiment tout mon argent de poche qui passait dans le maquillage. Tout. Dès que j'avais un peu d'argent, j'achetais du maquillage. Donc je saurais pas te quantifier, mais beaucoup. C'est fini pour cette partie rémunération et on passe à la dernière catégorie qui est la catégorie divers conseils. Comment ne pas avoir peur de faire des vidéos? Il faut se lancer. Je saurais pas quel autre conseil vous donner, mais moi le plus dur au début, ça a été de parler à personne. Voilà, je suis toute seule chez moi, je parle à ma caméra, hein, donc c'est ridicule. Mais je sais que je vous parle à vous voyez ce que je veux dire? Au début, quand t'as pas trop de communauté, tu les connais pas très bien, tu sais pas à qui tu t'adresses, tu sais pas comment leur parler, tu sais pas ce qu'ils aiment, etc.
Et plus on évolue, plus on apprend à connaître sa communauté, plus on sait ce qu'ils vont aimer, plus il y a une relation qui se crée et là ça devient plus facile pour discuter avec eux et pour parler en caméra en étant vraiment détendu. Moi je me rappelle qu'au tout début, mes toutes premières vidéos, j'avais l'impression que je parlais normal, genre que j'étais normale. Et je les re-regarde aujourd'hui, je me dis ah putain j'avais l'air trop gênée. Alors que je me rappelle pas du tout avoir été gênée, mais ça vient au fur et à mesure, à force de faire des vidéos, ça va venir. Et faut se lancer, faut pas avoir peur. As-tu eu des inquiétudes par rapport au fait de montrer ton visage? Alors là, vraiment je me suis jamais posé la question parce que on a grandi un peu avec... pas les réseaux sociaux, parce que, bah si un peu Skyblog, c'était un peu toute l'ère des blogs là, c'était un peu les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et j'ai toujours adoré ça, j'avais des milliards de skyblogs, enfin c'était trop ma vie. Et MySpace, tout ça, enfin vraiment j'adorais cet univers et j'ai toujours mis des photos de moi, mais vraiment je me suis jamais posé la question de me dire waouh, genre c'est internet, plein de gens que je connais pas vont voir. Jamais de la vie je me suis posé la question. Et en fait, bah, j'ai évolué petit à petit, c'est-à-dire que j'ai commencé avec Skyblog, après avec MySpace, après on est passé à Facebook, parce que ça a été tendance, Facebook, ça ne l'est plus aujourd'hui, mais ça l'a été. Et après Facebook, on est passé à Instagram, Snapchat, machin, donc finalement l'évolution, elle a été assez naturelle, je dirais. Et j'ai gagné des abonnés, moi je suis pas du tout le genre de personne qui a explosé d'un coup en fait. J'ai gagné des abonnés petit à petit, du coup, bah, mon évolution, j'ai eu le temps de m'y faire, vous voyez. Donc non, j'ai jamais eu d'inquiétude. Par contre, maintenant, je me pose la question et je partage plus les visages de mes proches parce que je me dis si un jour il y a quelqu'un qui m'aime pas du tout, parce que plus vous allez gagner en visibilité, plus vous allez avoir des gens qui vont vous détester. Et je me dis, imagine, un jour il y a ma grand-mère, elle se balade dans la rue, bon là on peut plus trop se balader dans la rue, mais vous avez compris. Elle se balade dans la rue, il y a quelqu'un qui me déteste, qui la reconnaît, qui va la tabasser, enfin vous voyez, voilà, je me dis plus des trucs comme ça. De moi j'ai moins peur, déjà parce que je sors très peu, mais ouais, non. Penses-tu qu'on peut se faire une place dans le monde de YouTube? Oui, je le dirai jamais assez. Moi j'ai voulu commencer en 2014 et je me suis dit non, je me lance pas parce qu'il y a trop de monde, je vais rien apporter de nouveau, machin. Et 2 ans après, 14, 15, 16, 17, 3 ans après, je suis obligée de compter sur mes doigts, oui. Et 3 ans après, finalement, je me suis lancée et j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Bon, de toute façon, techniquement, j'aurais pas pu me lancer avant, mais je me suis dit, ouais, j'aurais pas dû me dire ça, en fait, parce que finalement, il y a de la place pour tout le monde. Même si tu fais du maquillage et qu'il y a des milliards d'influenceurs maquillage aujourd'hui, bah, t'as ta personnalité qui fait que tu seras forcément différente des autres et il y a des gens qui vont plus s'attacher à toi, à ce que tu dégages, à ce que tu proposes que à quelqu'un d'autre, même si t'as l'impression que tu fais la même chose. Au final, on fait pas tous la même chose et il y a de la place pour tout le monde et bah, y a des gens qui étaient là au début de YouTube, qui sont plus là aujourd'hui, qui ont été remplacés, donc ça tourne, hein. Voilà, on n'a pas encore de recul sur ce métier-là, mais oui, lancez-vous. Est-ce que ça demande beaucoup de sacrifices? Franchement, ouais, parce que si vous avez vraiment envie d'être régulier, de vous faire une place, moi je sais qu'au début je postais une vidéo tous les 2 jours, donc j'avais un rythme qui était d'ailleurs un peu moins que maintenant, puisque je postais une semaine, je postais 3 vidéos, la semaine d'après 4, 3, 4, 3. Et je me disais en fait, comme je suis nouvelle sur YouTube, il faut absolument que je sois sur tous les fronts, c'est-à-dire que si quelqu'un cherche quelque chose sur les fonds de teint, si quelqu'un cherche quelque chose sur les maquillages des yeux, les faux cils, les machins, il faut qu'il y ait au moins une vidéo de moi qui sorte. Donc en fait, je crée beaucoup de contenu pour inonder un petit peu tous les mots-clés et tout ça, enfin c'était ma stratégie, hein, en tout cas, je suppose que ça a bien fonctionné. Et en fait, voilà, ça m'a permis d'évoluer, mais il a fallu que je travaille corps et âme, vraiment, depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux. Donc depuis que j'ai quitté vraiment, enfin ouais, depuis que j'ai commencé YouTube, on va dire, donc début avril 2017, je ne fais que ça, et je suis consacrée à 1000% à ça. J'ai pas du tout d'autres loisirs, zéro. Je fais rien à côté. Alors on pourrait se dire, ben ouais, mais là tu fais ce que tu veux, genre tu crées toi-même ton planning, tu crées ce que tu vas proposer, enfin, c'est toi qui fais de A à Z, donc tu pourrais te dire, ah bah je fais qu'une vidéo par mois. Oui, en soi oui, et tu pourrais faire plein de trucs à côté, mais bon, faut que l'argent rentre au bout d'un moment, donc bah si t'es déjà riche, oui, bah c'est cool. Mais genre si t'as besoin d'argent, t'es obligé de travailler, vous voyez. Que conseillerais-tu à une personne qui souhaite se lancer sur YouTube? YouTube, pour moi, c'est absolument génial, parce que tout le monde peut se lancer dans tous les domaines. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, pas besoin d'avoir fait d'école, pas besoin d'un diplôme, pas besoin d'avoir une connexion internet, un ordinateur, une caméra ou un téléphone. Ce que je vous conseille, c'est juste
lancez-vous en fait. Au début, quand vous allez poster votre première vidéo, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, vous allez avoir que des retours positifs. Au début, c'est que positif, que des gens sympas, enfin... En tout cas, ça l'a été pour moi et ça l'est pour beaucoup de monde aussi. Il y a très très peu de haters, ou alors vous allez en avoir un de temps en temps. Mais au début, tout est positif et les gens vont vous aider à savoir un petit peu vers quoi vous tournez, etc. Enfin, vraiment, je trouve que la relation avec la communauté, elle est hyper importante parce que ça vous permet de voir ce que les gens attendent. Alors évidemment, il faut proposer ce que vous avez envie et pas forcément se calquer par rapport aux attentes des gens, mais ça peut vous donner des pistes. En tout cas, moi, je sais que ça m'a aidé. Et juste, lancez-vous, faites des vidéos, n'ayez pas peur, lancez-vous et voilà. Est-ce que tu te sens à ta place au milieu d'autres youtubeurs influenceurs ? Oui, oui. Franchement, ça je me suis jamais posé la question. Au début dans l'influence, je connaissais personne. Personne me connaissait. Quand j'étais invitée aux événements, j'y allais toute seule. Je parlais à personne. Ou alors je parlais aux gens qui venaient de me parler. Enfin, je me suis jamais sentie mal à l'aise. Après, voilà, c'est un monde un peu particulier. Mais bon, je viens du monde du maquillage, donc c'est un peu similaire. Hein. Comment as-tu fait pour faire évoluer ta chaîne et ton compte Instagram ? Alors, ma chaîne, je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. Voilà, j'ai fait plein de vidéos. Ça a été vraiment ça qui m'a fait progresser. Et surtout, le fait d'être régulière et de proposer du contenu qui se renouvelle un peu tout le temps, essayer de proposer des choses différentes et tout. C'est ça qui m'a permis d'évoluer. Et mon compte Instagram, alors moi j'ai commencé en 2014 Instagram, enfin j'ai commencé en 2012 mais j'ai vraiment commencé à être régulière en 2014. C'est de faire des maquillages au début qui étaient très artistiques. Ça a marché très bien, ça marche un peu moins maintenant parce que du coup il y a plein de gens qui en font. Mais au début c'était un petit peu différent, vous voyez, donc c'est ça qui m'a fait évoluer. Et surtout c'était d'avoir été repostée par plein de marques. Et aujourd'hui ça rapporte plus rien d'être reposté par des marques malheureusement, mais en tout cas à mon époque ça rapportait grave. Donc en fait, je savais qu'Anastasia Beverly Hills y repostait grave des gens, donc j'achetais leurs produits pour espérer qu'elle me reposte et j'ai été repostée. Pareil pour Lime Crime, etc. Donc voilà, j'avais repéré un peu ce moyen-là pour essayer d'évoluer, mais aujourd'hui c'est plus du tout valable ce genre de conseil-là. Ce que je peux vous conseiller vraiment, et je pense que vous allez être déçus par ce conseil, mais il n'y a pas de recette magique. Il y a des gens qui ont la chance d'évoluer d'un coup, voilà, ils font un truc qui fait le buzz, et toi t'es là, tu rames derrière pendant des années et tu fais du contenu qui est peut-être plus recherché, plus travaillé, mais tu vas pas évoluer. Bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est comme dans la vie, c'est les aléas de la vie. Il y a des gens qui gagnent au loto et puis d'autres qui rament toute leur vie pour avoir un petit salaire à la fin du mois, ça c'est le jeu de la vie. Mais si vous voulez vraiment évoluer, il faut poster de manière régulière. Il faut pas se dire vas-y, aujourd'hui j'ai pas envie, je le fais pas, je m'en fous. Faut vraiment se mettre des objectifs en se disant, je sais pas, je vais poster 5 fois par semaine, j'en sais rien, moi je vous dis n'importe quoi, hein, et vous tenir à ce rythme-là et d'avoir un rythme qui est comme ça, les gens ils savent que s'ils s'abonnent à vous, ils vont avoir du contenu régulier. Voilà. Penses-tu que le fait d'avoir été connue sur Insta avant YouTube t'a beaucoup aidé ? Ça m'a aidé, ça c'est sûr, mais pas beaucoup parce que le problème c'est que j'avais une communauté qui était à plus de 60% anglophone. Après j'avais d'autres pays et en fait la France j'avais genre 15% de français. Donc quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, les gens ils comprenaient pas le français en fait. Donc du coup ils se sont pas forcément abonnés à ma chaîne. C'est pour ça qu'au tout début je traduisais toutes mes vidéos, je mettais des sous-titres en anglais. J'ai arrêté de le faire après parce que ça me prenait beaucoup trop de temps et qu'au final j'avais pas tant que ça de personnes anglophones qui venaient voir mes vidéos, donc j'ai un peu arrêté, j'ai même totalement arrêté. Mais ouais, non, en fait, ma communauté est très différente sur Instagram et sur YouTube. Depuis YouTube, elle s'est un petit peu plus francisée, on va dire, parce que les personnes de YouTube se sont abonnées à mon compte, mais elle reste quand même en grande partie anglophone. YouTube vs Instagram, par quoi commencer ? Les deux obligatoirement. Moi, je vous conseille d'avoir les deux, oui. Je trouve que c'est aujourd'hui les deux réseaux principaux sur lesquels on va vous demander des partenariats. Les principaux partenariats que vous allez pouvoir décrocher, c'est Instagram, c'est le max, voilà, et YouTube. Donc oui, je vous conseille de faire les deux. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaîne YouTube. Il y a des gens qui aiment pas parler devant une caméra, qui aiment pas faire des vidéos, voilà. Prenez Instagram dans ce cas-là, hein, ça dépend de votre personnalité. Mais si vous voulez avoir un revenu qui est régulier, sans forcément faire de sponsor, c'est YouTube. Je pourrais très bien, demain, arrêter de faire des partenariats avec les marques et pouvoir quand même continuer à vivre juste avec la pub YouTube sans faire de partenariat rémunéré. Mais il n'y a rien qui est obligatoire. Comment fais-tu pour gérer les critiques, menaces des haters ? Ça, c'est probablement la partie la plus compliquée de ce travail. C'est que, il y a des gens qui pensent que comme tu as choisi de t'exposer sur les réseaux, forcément ils peuvent te cracher à la gueule en fait. Alors que non, non.
Je suis désolée, c'est pas parce qu'une personne a choisi de faire des vidéos ou choisi de se mettre en photo sur Instagram qu'on a le droit de venir critiquer tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle mange, tout ce que... Voilà. C'est ça, il faut arrêter. Et c'est pareil, les influenceurs ont pas à être exemplaires. Moi, je suis désolée, faut arrêter, montrer l'exemple, rien du tout. Les influenceurs, c'est pas votre mère, c'est pas votre père. Faut arrêter de leur demander d'être irréprochables. C'est des êtres humains qui partagent des choses qu'ils ont envie de partager, mais à aucun moment, ils ont un devoir d'exemple sur tout et n'importe quoi. Ça, faut arrêter. Si vous avez besoin des influenceurs pour savoir pour qui voter ou pour savoir quoi acheter, quoi manger, où aller, ah là, mais enfin, je veux dire, arrêtez. C'est pas possible, il y a un problème. Vous avez pas besoin des influenceurs pour savoir quoi faire. S'il y a un influenceur qui va dans la rue, qui porte pas de masque, faut pas l'imiter en fait. Enfin, c'est juste quelqu'un comme vous et moi. Voilà. Et ça sert à rien d'aller lui dire que c'est un connard et qu'il faut qu'il montre l'exemple. Ça ne sert à rien. Vous êtes personne pour aller critiquer son mode de vie. Ça, faut arrêter. Je ne comprends pas qu'on soit autant impliqué dans la vie de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui s'expose sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous avez envie d'apporter quelque chose que vous estimez positif, que vous avez envie de dire aux gens, moi j'achète que des aliments bio parce que c'est bon pour... Lancez un Instagram, lancez une chaîne YouTube et partagez ce que vous avez envie de partager. Mais arrêtez de demander aux influenceurs d'être irréprochables. C'est pas possible et c'est complètement lunaire. Le problème, c'est qu'en fait, on nous demande d'être irréprochables et en même temps d'être spontané. C'est pas possible, les gars. Enfin, à un moment donné, c'est compliqué et il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à décortiquer tout ce que font les autres et qui font des threads Twitter, parce que je pense qu'ils aiment beaucoup Twitter comme réseau social, ces personnes-là, je ne sais pas pourquoi, pour décortiquer les moindres choses négatives d'une personne. Vraiment, mais si vous mettez l'énergie que vous mettez à faire ça en vous, mais vous pourriez être, je sais pas, les rois du monde, parce que franchement, ça, faut arrêter. Donc, comment les gérer? Franchement, il y a des jours où je m'en fous, et des jours où, franchement, ça me saoule. Faut être bien entouré, voilà. Faut savoir aussi que c'est des gens qui sont malheureux dans leur vie, et tu peux pas être quelqu'un d'heureux et d'optimiste et aller cracher sur quelqu'un. Pour moi, c'est incompatible. Donc forcément, les personnes qui font ça, ce sont des personnes qui sont quelque part aigris ou qui sont frustrés ou envieux ou voyez qui ont un problème et c'est triste. Franchement, c'est vraiment triste. Des fois, quand j'y pense, je me dis mais ça doit être terrible de vivre avec ce sentiment d'être obligé d'aller critiquer les autres sur ce qu'ils font au lieu de se concentrer sur soi-même en fait. Il y a des jours où vraiment ça m'aide de penser ça, et puis il y a des jours où je m'en prends tellement plein la gueule que je me dis mais putain, mais pourquoi je m'inflige les réseaux sociaux en fait. Moi, ça me plaît de partager de base, et franchement, ça me plaît les réseaux sociaux pour l'instant, ça me plaît de faire des vidéos et tout, mais des fois, je me dis, mais franchement, j'en ai marre, je peux plus, enfin... Il y a plein de jours où je me dis, je vais arrêter, j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule, alors qu'il y a plein de gens qui font plein de choses qui sont hyper graves, qui sont encore plus graves et qui ne s'en prennent jamais plein la gueule, donc ça me saoule. C'est pas pour ça que je vais aller voir ces personnes et que je vais déverser ma haine, hein. Ça, faut pas le faire, encore une fois. Mais ouais, des fois, je me dis, putain, ça vaut pas la peine. Franchement, ça vaut pas la peine de me manger des trucs dans la gueule tout le temps. Il y a des périodes qui sont calmes, hein. Il y a des périodes où j'ai pas de haters, bien sûr, mais des fois, en fait, quand tu te prends une vague, alors t'as beau te dire, voilà, c'est des gens tristes, ils sont méchants et tout, et ils te verraient en face, ils te le diraient même pas. Bah en fait, quand tu ouvres tous tes messages et que c'est que des trucs comme ça, bah au bout d'un moment, franchement, ça plombe grave le moral. Et c'est très compliqué et j'ai pas de recette magique. Et c'est vraiment, je trouve, le pire côté des réseaux sociaux, c'est que comme je vous disais, votre vie vous échappe un peu quelque part. Et il y a des gens qui prennent votre vie et qui la mettent en miettes. Et c'est pour ça qu'il faut pas trop montrer tout. Vous voyez, je fais des weekly vlogs maintenant, donc je vous montre un peu plus ma vie privée, sachant que j'en ai pas tellement. Donc voilà, mais je choisis ce que je montre, vous voyez, parce que je veux pas qu'on vienne m'attaquer sur ci ou ça, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas le courage. Franchement, j'ai pas d'énergie à mettre là-dedans. Voilà, quelque part, il y a ce côté-là qui est vraiment merdique sur les réseaux sociaux. Et il faut le savoir avant de rentrer, c'est que forcément, il va y avoir un moment dans votre carrière où vous allez être harcelé,
menacée par des haters. Mais le point positif, c'est que les premiers haters arrivent quand vous commencez à avoir du succès. Donc voilà. Quelle relation avez-vous avec les autres influenceuses make-up? Écoutez, très bonne. Alors après, c'est des relations entre collègues, en tout cas avec moi. J'ai pas de copines à proprement parler. Il y a des filles que j'apprécie beaucoup. C'est pas mes copines, mais je veux dire, voilà, quand on va à des événements, des voyages, on passe des bons moments. Moi, j'ai jamais ressenti vraiment de compétition à proprement parler. Après, encore une fois, je suis quand même nouvelle dans ce milieu-là. J'ai pas eu de déboire avec telle personne ou telle personne, donc je suis peut-être pas la mieux placée pour en parler. Mais en tout cas, c'est très cordial. Je suis désolée, j'ai rien à dire de plus là-dessus. Hein. Je sais que les gens adorent les dramas, mais perso, j'ai jamais été témoin de drama ou quoi que ce soit. Après, il y a des personnes qui sont un peu plus déconnectées de la réalité que d'autres, mais bon, c'est pas des gens méchants, c'est juste des gens qui ont un peu la grosse tête, et voilà, mais ça c'est comme dans tous les milieux. Et voilà, c'était la dernière question du coup. Cette vidéo a été très très longue, j'espère que je vous ai pas saoulé, j'espère surtout que j'ai été assez claire dans mes réponses, que vous avez pu en savoir plus un peu sur ce métier-là. Mais vraiment, si je devais résumer, si vous voulez vous lancer dans l'influence, sachez qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez vous lancer sans diplôme, sans rien du tout. Voilà, au niveau du matériel, je vous ai fait une vidéo sur mon matériel que je vous mets ici si vous voulez aller la voir. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer avec une super caméra, un super micro. Moi j'ai commencé à me filmer avec mon iPhone, et puis au fur et à mesure j'ai acheté mes lumières, j'ai acheté ma caméra, etc. Vous pouvez trouver énormément de matériel en seconde main sur Le Bon Coin ou ce genre de choses. Il y a aussi, maintenant c'est beaucoup plus abordable. Moi à l'époque, quand j'ai commencé à acheter mon matériel, il fallait que je commande sur des sites UK, etc. Je me rappelle. Maintenant il y a de plus en plus de trucs sur Amazon ou quoi. Vous pouvez faire vraiment avec les moyens du bord, et je vous conseille pas d'investir dès le début parce que vous savez pas si vous allez aimer peut-être, ou vous savez pas si ça va marcher ou quoi. Donc commencez petit à petit, améliorez au fur et à mesure. Voilà, l'argent va rentrer, vous allez le réinvestir dans du matériel, dans ce que vous voulez. Enfin, au niveau des tarifs, je sais pas si j'en ai assez parlé, mais un point de repère, ça peut être, si vous avez 100 000 abonnés, vous pouvez facturer 1 000 € vos posts. C'est un point de repère. 200 000 abonnés, 2 000 €, 500 000 abonnés, 5 000 €, etc. Évidemment, ça varie en fonction de l'engagement, etc. Mais voilà, ça peut être un point de repère. Si vous entamez une négociation avec une marque, je vous conseille de donner un tarif qui est un peu plus élevé que ce que vous espérez, pas plus élevé de 2 000 € non plus, mais un peu plus élevé, que ça reste correct, parce que les marques ont toujours tendance à négocier, voilà, ça c'est normal. Vous allez forcément trouver un terrain d'entente au bout d'un moment, et surtout n'ayez pas peur. Après, n'hésitez pas à regarder des tutos sur les retouches photos par exemple. Enfin, il y a plein de contenus gratuits aujourd'hui sur YouTube qui peuvent vous permettre d'évoluer. Il y a plein de formations aussi d'influence qui sont pas très chères. Moi j'en avais acheté une où il y avait plein d'intervenants qui parlaient de plein de choses, c'était super intéressant aussi. N'hésitez pas à vous documenter, j'ai acheté plein de livres aussi sur le monde de YouTube, sur comment déclarer ses revenus, j'ai craché là, pardon. Comment déclarer ses revenus sur YouTube, etc. Enfin, je me suis vraiment énormément documentée, et si moi j'ai pu le faire, honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas si opaque que ça, et ce qui est génial, c'est que tout le monde peut le faire, tout le monde peut rentrer. Alors je vous dis pas que tout le monde peut en vivre, parce que ça demande quand même une certaine rigueur, ça demande d'être organisé. Donc c'est pas un métier qui est facile, ça aussi faut arrêter de croire qu'on se pose juste devant la caméra et qu'on fait des vidéos en parlant de maquillage et c'est trop bien, et voilà, ma vie elle est trop bien, je gagne des milliers d'euros en faisant ça. Non, c'est pas ça du tout. La vérité, c'est que j'ai passé des années et des années, enfin moi je parle encore une fois de mon expérience, l'expérience de chacun est différente, mais j'ai passé des années où j'avais un travail, je travaillais donc chez Make Up For Ever normalement, enfin à plein temps. Le matin, je faisais mon tuto et je faisais mes photos, et le soir, je faisais mes posts, et je travaillais tout le temps, et j'ai commencé à un moment, et j'ai jamais lâché, et j'ai toujours créé du contenu. Le week-end, je faisais des looks encore plus extravagants, je sortais pas au restaurant, j'allais pas en boîte de nuit, enfin... Je me suis mis ce but-là, je veux travailler là-dedans, je vais me donner les moyens. Et je vous jure que si vous vous donnez les moyens,
Ça va être quelques années de sacrifice, mais après vous allez pouvoir vivre d'un métier qui est quand même super. Et même si c'est difficile, qu'il y a des gens qui sont méchants, que c'est compliqué et franchement c'est pas facile tous les jours, c'est pas un métier qui est facile. Tous les métiers de toute façon sont difficiles, il y a pas un métier qui est plus facile qu'un autre, c'est juste qu'ils ont des difficultés différentes. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous éclairer, vous aider. Si jamais j'ai oublié de répondre à quelques questions ou qu'il y a des précisions dont vous avez besoin, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre soit en commentaire, soit peut-être sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, à regarder mes stories, puisque je répondrai certainement en story. Je suis pas sûre encore du format, hein, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La vidéo sur le Ask Makeup Artist arrivera la semaine prochaine, sûrement samedi prochain, mercredi ou samedi prochain, je sais pas encore. Merci beaucoup pour toutes vos questions, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Attendez, j'ai oublié un petit détail qui a quand même son importance, je trouve, c'est que j'ai pas eu de questions en ce sens-là, c'est pour ça que j'ai failli oublier de vous en parler. C'est que YouTube met en place énormément de séminaires et énormément de choses pour les créateurs, contrairement à Instagram où ils s'en battent complètement les couilles. YouTube, en fait, j'ai fait énormément de séminaires. Le tout premier que j'ai fait, c'était au tout début de ma chaîne, c'était pour les créateur de moins de 10 000 abonnés, donc en fait tu rencontres plein de gens et en fait ils t'expliquent comment marche YouTube, genre comment marchent les algorithmes. Il y a des créateurs un peu plus connus qui viennent et qui vous expliquent comment ils ont fait, etc. Enfin, c'est super enrichissant. J'ai fait aussi un séminaire sur la monétisation sur YouTube, j'ai fait un séminaire sur plein de trucs et ils mettent plein de choses en place. Excusez-moi, j'ai des appels depuis tout à l'heure. Ils mettent plein de choses en place en fait pour les créateurs, et vous avez aussi un programme dans lequel j'ai été j'y ai été 2 fois, c'est que vous donne entre guillemets un manager, et le manager va faire une analyse de votre chaîne pendant 6 mois, ça dure. Va faire une analyse de votre chaîne en disant bah voilà là par rapport à ton audience machin il faudrait faire plus ci plus ça, il va vous aider en fait dans vos démarches, et vous aider au niveau aussi du matériel, de l'aspect psychologique aussi, parce que ça peut être compliqué. YouTube, ben, on en a parlé, hein. Pour la santé mentale, les réseaux sociaux c'est pas génial franchement, et en fait ils vous accompagnent dans plein de choses et vous pouvez leur poser les questions que vous voulez. Enfin, c'est vraiment génial, je trouve, ce qu'ils mettent en place. Sachez que tout le monde est éligible, j'ai jamais fait la demande de ça, c'est dans vos notifications YouTube en fait, moi je les ai vues, et puis du coup vous acceptez de participer à des séminaires, etc. Il y a aussi un forum d'entraide, je crois, sur YouTube. J'y suis jamais allée, mais je sais qu'il y avait beaucoup de personnes quand j'étais allée en séminaire qui en parlaient, qui s'entraidaient entre eux et tout. Enfin, il y a plein de choses qui vous permettent d'évoluer, en tout cas organisées par YouTube. Il y a le YouTube Space, etc. Enfin bref. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire parce que c'était assez important si jamais vous voulez vous lancer sur YouTube. Et voilà, c'est vraiment fini, je vous dis salut.